BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler de géopolitique. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe autour du Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe avec la Turquie qui est à un mois d'élections présidentielles et législatives extrêmement importantes et qui pourrait voir le départ d'Erdogan. Ardavan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc avocat, auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes déjà venu plusieurs fois nous parler de géopolitique. Vous enseignez justement la géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique. Vous êtes franco-iranien, vous êtes même né là-bas, vous avez passé 10 ans, évidemment, vous avez fui avec la Révolution, et vous êtes un grand spécialiste du droit international. J'ai même vu que vous étiez sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Vous êtes, ça c'est plus surprenant, colonel de la gendarmerie nationale. Et puis, ça c'est mon côté un peu people, mais ça fera le lien avec une triste actualité ce soir. Vous avez été l'avocat de Laetitia Hallyday dans le conflit qu'il a opposé aux enfants de Johnny Hallyday. Et vous aviez contre vous, justement, maître Hervé Temim, grand avocat pénaliste dont la voix s'est éteinte ce soir. Vous l'avez rencontré, qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre adversaire, mais en même temps, j'imagine, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'estime, était... Je l'ai bien connu. Oui. C'était un avocat exceptionnel, passionné par le droit, passionné par le sens de la justice, un grand spécialiste de droit pénal. Je l'ai croisé dans cette affaire et dans quelques autres. J'ai eu l'occasion de me lier un peu d'amitié avec lui. Je n'étais pas un de ses intimes, mais j'ai eu l'occasion de le connaître. J'étais profondément touché par sa disparition. Le barreau a perdu réellement une de ses étoiles aujourd'hui. Oui, après Pierre Haïk, ça veut dire que ça fait quelques grands ténors pénalistes qui s'en vont. Vous publiez La Turquie, nouveau califat. Intéressant de voir un peu les ambitions de la Turquie, les ambitions d'Erdogan, parce que ça nous touche évidemment. D'abord, il y a toujours cette question un peu lancinante de savoir si la Turquie doit intégrer ou pas l'Union européenne. Et puis surtout, on voit qu'il y a une recomposition géopolitique très intéressante et très importante en ce moment, le rapprochement entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie aussi avec Vladimir Poutine. Peut-être que la Turquie peut jouer un rôle important dans la résolution du conflit. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition. Mais on parle de ces élections à haut risque. Va-t-on vers une sortie d'Erdogan? Expliquez-nous un peu les enjeux. Si vous voulez, on célèbre, comme vous l'avez rappelé, cette année, le centenaire de la République turque. Une république fondée par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père de Turc, il y a un siècle, avec une vision. La vision de sortir la Turquie, qui était l'enfant malade de l'Europe, d'une situation économique arriérée, redonner une nationalité nouvelle à la Turquie moderne, post-chute de l'Empire ottoman, fondée sur la turquitude, et un regard vers l'Occident, dans la laïcité. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on a l'inverse, c'est-à-dire que Mustafa Kemal doit vraiment tourner dans sa tombe, parce qu'on a un islamiste au pouvoir, qui est de facto un frère musulman, avec la volonté de transformer la Turquie en une sorte de chef, de parrain du monde sunnite musulman, qui milite, si vous voulez, pour la récréation de nouveau de l'Empire ottoman, qui considère qu'en fait Mustafa Kemal a commis une sorte de trahison en abandonnant, si vous voulez, la Turquie dans cette dimension territoriale d'antan, et qui ne pense qu'à une seule chose, faire en sorte que la Turquie retrouve sa gloire passée, sa gloire ottomane, notamment en termes d'expansion territoriale, on l'a bien vu, la conquête de la moitié de Chypre, d'heures quotidiens avec la Grèce, avec l'aviation grecque, la volonté de remettre en cause l'esprit du traité de Sèvres, l'esprit du traité de Lausanne, récupérer quelques îles grecques qui sont à quelques centaines de mètres de territoire turc. C'est une remise à plat des acquis du siècle dernier. Et c'est un véritable bouleversement. 100 ans plus tard, la Turquie fait volte-face. Mais la question, c'est est-ce que la Turquie va refaire volte-face là? Parce que là, il y a deux partis en présence, bien sûr, et il est menacé, Recep Erdogan. Vous avez le sultan qui est au pouvoir depuis 20 ans. 20 ans, c'est pas rien. Et puis en Turquie, si vous voulez, globalement, les changements dans la paix des régimes et des pouvoirs en place, c'est assez rare. Donc aujourd'hui, c'est l'enjeu d'avenir qui se présente. Si Erdogan était
réélu, eh bien, il va partir dans l'aventurisme à l'étranger. Il va partir dans sa doctrine néo-ottomane. Il va de nouveau partir dans sa doctrine de vouloir devenir le chef du monde musulman. Il va partir dans sa doctrine qui consiste à imposer le pan-turquisme, renouer avec la racine. C'est quoi le pan-turquisme? C'est la volonté de la Turquie de devenir le chef de la communauté turcophone dans le monde. Ça va du Caucase jusqu'à l'Asie centrale. Et c'est qui va la mettre en conflit avec beaucoup de pays. Donc la Turquie aujourd'hui est dans une situation délicate. Si Erdogan est élu, je suis disposé à faire le pari qu'il va sortir de l'OTAN. Et ça va entraîner quoi? Un deuxième foyer de guerre en Europe avec la Serbie et le Kosovo qui n'ont jamais accepté les Serbes, que le Kosovo qui est le berceau historique quitte le giron familial. La Turquie va vouloir de nouveau partir dans l'aventurisme en Afrique du Nord, on l'a bien vu en Libye, en Syrie, en Irak. Même oui, parce que l'Empire ottoman était justement dans la Corne d'Afrique. Tous ces pays-là étaient membres de l'Empire ottoman. Donc si vous voulez, ces élections de taille. En face, vous avez un homme qui n'a pas le charisme d'Erdogan, qui n'a pas le pouvoir d'Erdogan. Qui est jeune. Qui n'est pas très jeune en fait, il est même plus âgé que... Ah bon, pardon, je croyais qu'il était jeune. Il y avait beaucoup de débats sur le choix du candidat opposant qui aurait été le maire d'Istanbul, Imamoglu, mais en fait ils ont décidé d'opter pour un homme qui a l'âge quasiment d'Erdogan, qui s'appelle Kılıçdaroğlu, qui est dépourvu de charisme, mais qui a été placé là. Qui s'appelle aussi son prénom Kemal, c'est étonnant. Oui, c'est un signe d'ailleurs. Qui a été placé là parce que c'est le chef du parti majoritaire dans ce consortium de 6 partis politiques d'opposition qui se présentent contre Erdogan. Je ne suis même pas certain, si Erdogan devait perdre, qu'il rendrait le pouvoir aussi simplement qu'on peut l'espérer. Mais il a déjà perdu Istanbul. Il a perdu Istanbul, il a perdu Ankara, il a perdu les élections municipales. Mais de là à abandonner, si vous voulez, le pouvoir en serrant les mains du candidat victorieux, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Mais il est très fragilisé aussi parce qu'il y a eu ce terrible séisme, et on l'a beaucoup accusé dans le sud-est de la Turquie. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Séisme qui, en fait, l'avait amené au pouvoir en 99. Rappelez-vous, à l'époque, il y a eu un séisme semblable. Il a critiqué le gouvernement de l'époque de Bülent Ecevit en disant que la corruption gangrène le pays. Est-ce que c'est un risque pour nous? Pour nous, c'est un risque de déstabilisation de la Turquie qui est quand même à un point central entre l'Occident, évidemment, et l'Asie. Vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Un risque majeur sur 2 plans. Rappelez-vous, il y a 5 millions de réfugiés qui sont hébergés par la Turquie. Ce qui amène la Turquie à négocier 6 milliards d'euros d'aide de la part de l'Europe afin de fermer les vannes, comme il les qualifie. Donc en fait, tous les 3 jours, il menace l'Europe à ouvrir les vannes et à faire inonder l'Europe par des millions de réfugiés. C'est son chantage traditionnel. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un bâtiment turc qui a illuminé, c'est-à-dire qui a pointé ses canons sur un bâtiment de la marine française qui veut exercer sa mission dans le cadre d'une mission de l'OTAN. C'est quelqu'un qui est en conflit quotidien avec des membres de l'Union européenne, que ce soit Chypre ou la Grèce pour commencer. Alors, il y a quelqu'un avec qui il n'est pas en conflit. Justement, c'est intéressant de voir d'essayer de retrouver le grand empire ottoman et puis l'autre, Vladimir Poutine, de retrouver la grande Russie. Donc ils se sont rencontrés. Là, il y a encore le ministre des Affaires étrangères, le célèbre Lavrov, qui était à Istanbul avant-hier. On voit quand même qu'il y a une espèce de connivence qui joue un rôle. La Turquie joue un rôle. Elle a signé un accord céréalier avec l'Ukraine, mais est-ce qu'elle peut jouer un rôle, je sais pas, un peu de médiateur, de médiation entre les deux? À un moment, il a essayé de se positionner comme tel. Mais ce n'est pas un homme stable dans ses choix. D'un coup, il vend des drones à l'Ukraine, de l'autre, il tend la main vers la Russie. Mais c'est quelqu'un qui a un agenda, qui est toujours centré sur son pan-turquisme. Quand il regarde le conflit russo-ukrainien, il voit la Crimée, où un tiers de la population est tartare, donc d'origine turque. Il a l'espoir que ce qui en sortira de ce conflit, ça sera une sorte de rôle que la Turquie moderne d'Erdogan pourra jouer sur place au niveau de la population turque. Il ne voit que son intérêt personnel au détriment de l'intérêt. Oui, mais vous me direz, il est président de la Turquie, donc c'est un peu... Non, bien sûr, sauf qu'on ne peut pas penser qu'à soi-même en méprisant les voisins, parce que quand on méprise les voisins, ça finit par l'ostracisme. Aujourd'hui, la Turquie est dans une situation extrêmement délicate. Elle est mal avec tous ses voisins. La situation économique est comment? Elle est dramatique en Turquie? Dramatique parce qu'il y avait quelques grands groupes économiques, mais maintenant ils ont disparu. Beaucoup de groupes se retirent, et puis c'est un pays qui est profondément dépendant, si vous voulez, des investissements étrangers. Avec le climat d'instabilité qu'il a su générer dans le pays, il n'y a plus d'investissements étrangers. L'inflation explose, est à 80%. Le chômage explose. Donc c'est quelqu'un qui essaye de trouver dans la gloire internationale
international, de quoi se racheter un peu de popularité pour faire face à des débâcle économique qui encercle son pays. Ouais. C'est intéressant aussi, je disais qu'il y a une recomposition de tout le Moyen-Orient. Alors on voit, c'est avec des conflits terribles en ce qui se passe autour d'Israël et la Palestine, mais on voit aussi ce qui se passe du côté iranien, que vous connaissez bien. Alors en Iran, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment cette rencontre très importante, ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite, mais un mot quand même avant, parce que c'est essentiel, de ce qui se passe avec les femmes, cette révolution des femmes. Est-ce que vous y croyez, vous qui êtes iranien, enfin français évidemment, mais est-ce que vous y croyez à cette révolution des femmes? Si vous voulez, d'abord, je ne qualifierais pas de révolution, je qualifierais de révolte. J'espère, si vous voulez, qu'un jour, oui, l'Iran retrouvera sa juste place dans la laïcité, dans la démocratie à la mode occidentale, à sa juste place dans le concert des nations. Mais de là à considérer que ces événements-là ont abouti à renverser le régime, je ne pense pas qu'on puisse le dire aujourd'hui. Non, mais bien sûr, avec un point d'interrogation. Mais la question, c'est est-ce que ça, ou est-ce que ça peut, jusqu'où ça peut aller? 80% de la population iranienne est moderne, à moins de 42 ans, est éduquée, aspire à un mode de vie à l'occidental et laïque. Donc le pouvoir est acculé dans la durée à entraîner un changement. Est-ce qu'à l'instant T, ce changement va être opérant? Je ne le pense pas. D'ailleurs, pour preuve, il y a 2 jours, le guide de la révolution iranienne, M. Khamenei, a déclaré ouvertement que le port du foulard est une obligation morale et une obligation légale, et a invité les forces de l'ordre à l'imposer par la force. Ce qui est une erreur majeure, parce qu'il aurait pu se contenter de ne plus en tenir rigueur, et puis de faire en sorte que ça se passe. Et bien un des grands problèmes du régime aurait été résolu. Il l'a pas fait. Il a opté pour le danger et les troubles. Mais est-ce que le régime est quand même fragilisé? Bien sûr. Après la mort de le régime, si vous voulez, aujourd'hui, dans une situation où l'immense majorité de la population iranienne n'adhère plus à ses valeurs, aspire au changement. Le problème de cette affaire, c'est que globalement, parmi les 20 000 personnes arrêtées par le pouvoir, la plupart des personnes arrêtées n'étaient même pas majeures. La moyenne d'âge était de 16 ans. J'étais à Téhéran, moi, il y a quelques semaines, et j'ai interrogé les Iraniens de 30, 40, 50 ans. Pourquoi vous n'êtes pas allés manifester en faveur de ces jeunes gens? On m'a dit, alors je leur demandais, est-ce que vous êtes pour le pouvoir? Ils me dit non. On ne supporte plus l'incertitude, les troubles. On a déjà donné la révolution iranienne 79, la guerre Iran-Irak, 44 ans d'ostracisme et de sanctions. On veut juste une transition en paix. Oui, ça va être difficile, notamment. Je fais un petit détour, retour sur l'économie, le business, puisque après tout, c'est votre métier. Vous conseillez surtout des grandes entreprises et des États. Est-ce qu'à un moment, on pourra revenir à des relations, pas normales, mais enfin des relations économiques avec l'Iran? Est-ce que je dirais que c'est inéluctable, madame. C'est inéluctable, mais pour l'instant, c'est impossible à cause des Américains. Non, c'est vrai, mais les choses commencent à changer. Vous en avez fait part. L'Arabie Saoudite, l'ennemi historique de l'Iran dans la région, a aujourd'hui fait volte-face. Ils ont signé non seulement un accord de rétablissement de relations diplomatiques, ils ont même proposé d'investir des dizaines de milliards d'euros en Iran. L'Iran est un pays important. Rappelez-vous, pendant la signature de l'accord nucléaire, tout le monde disait que l'Iran c'était le prochain Eldorado. Le pays allait recevoir 1000 milliards d'investissements. Et puis les Américains ont quand même bloqué. Regardez, posez la question à Total, à PSA. Enfin, absolument, Trump a bloqué. Tous les grands groupes ont quitté le pays. Bien sûr. Mais l'Iran représentait quand même le plus grand rajout, si j'ose dire, au système économique mondial sur ces derniers 50 ans. Pourquoi? Parce que le pays est indispensable. Déjà, l'Europe, engagée dans ce conflit abominable que le conflit russo-ukrainien, a besoin de gaz. D'où va venir ce gaz, si ce n'est des gisements iraniens? L'Iran recèle en son sein les principales réserves de gaz au monde, devant la Russie et le Qatar. Donc il faut bien... Oui, mais il y a un régime politique un régime politique qui fait que ça bloque tout. Vous savez, c'est pas tellement le régime politique, parce qu'en matière d'hydrocarbures, je peux vous dire que la plupart des régimes qui exportent des hydrocarbures ne brillent pas par leur attachement à la démocratie. Oui. Ce qui pose problème en Iran n'est pas l'absence de la démocratie, telle qu'on le connaît en Occident. Ce qui bloque en Iran, c'est les déclarations va-t-en-guerre appelant à la destruction d'un autre État souverain qu'est Israël. C'est ça qui pose problème. C'est la quête du nucléaire en Iran. C'est des menaces quotidiennes d'un autre État souverain. Si l'Iran devait cesser, si vous voulez, de telle rhétorique, les choses changeraient. Et je pense que le rapprochement entre l'Arabie Saoudite, et c'est pas que l'Arabie Saoudite. Alors, on va dire quand même à nos auditeurs et téléspectateurs qui ne suivent peut-être pas, même si c'est très important, ça a été effectivement la rencontre, la poignée de main très importante avec l'Arabie Saoudite, enfin son représentant, et puis l'Iran en Chine. En Chine. C'est ça qui est étonnant là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé et les conséquences? Je crois que les Saoudiens, comme nous tous,
ont vu que les Américains, après 20 ans de présence en Afghanistan, après 4 000 milliards de dollars d'investissement dans le pays, sont capables, dans les conditions que l'on a vues, et abandonnent le pays à son sort. Donc ils ont dit, est-ce que les Américains sont vraiment engagés à rester dans la région, à assurer leur sécurité? Ils ont décidé que c'était pas tellement crédible. Donc ils ont décidé de jouer toutes les cartes à leur disposition, se rapprocher des Russes, mais également des Chinois, qui représentent quand même la deuxième économie au monde. Cette affaire-là, cependant, même si elle s'est faite à Beijing, n'a pas pu se réaliser sans l'accord des Américains. Vous pensez bien que l'Arabie Saoudite ne peut pas de son propre chef aller signer avec l'Iran un accord de reconnaissance mutuelle sans en avoir au préalable informé les Américains et les Israéliens. Donc je pense que la lame de fond qui aujourd'hui secoue le Moyen-Orient est beaucoup plus profond que la volonté saoudienne juste de déployer ses cartes. Et on voit bien un rapprochement aussi de certains pays arabes, du Qatar avec l'Israël aussi. Donc, comme vous dites, c'est une vraie lame de fond. C'est le point de départ. Qu'est-ce que c'est en fait? Parce que avant c'était les sunnites contre les chiites, c'était quand même un peu ça. Là, si on simplifie, enfin, c'était vraiment ça l'origine de ce séisme, de cette faille, on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mais ça bouge autant en profondeur? Les uns et les autres ont appris, madame, que l'Amérique est bien loin et que l'Iran, peu importe ce qui se passe, va rester à sa place face à l'Arabie Saoudite. Donc ils ont bien intérêt à trouver un modus vivendi. Et puis les Saoudiens ont fait un calcul pragmatique. Ça fait 8 ans que la guerre au Yémen se poursuit, 8 années que cette guerre n'aboutit pas à la victoire de l'une des parties en cause. Il y a 500 000 morts et ce qui mobilise des ressources économiques majeures chez les Saoudiens. Avec la vision de 2030 du prince héritier, avec sa volonté de lancer sa nouvelle ville technologique qui va ridiculiser dans son esprit la ville de Dubaï par sa magnificence, aujourd'hui les Saoudiens ne peuvent pas mener une guerre et reconstruire leur pays. Ils ont opté pour la paix diplomatique afin de pouvoir consacrer toutes leurs ressources à leur économie. Ouais. Et est-ce que vous voyez le rôle de l'Iran? Est-ce que le rôle de l'Iran est toujours, comme vous l'avez dit, c'est toujours cette volonté de détruire Israël, ça reste quand même la colonne vertébrale de la politique étrangère iranienne? Je dirais que la question n'est pas tellement de détruire Israël, mais la question est surtout, effectivement, il considère l'État Israël est un État légitime, mais surtout qu'il y a un État palestinien. Et il le montre avec violence. Et il y a une guerre larvée qui est menée par les deux pays. Les Israéliens tirent de manière quotidienne sur les installations iraniennes en Syrie. Ils sont venus s'installer en Azerbaïdjan, qui est devenu un État fantoche à la disposition d'Israël. Les Iraniens, effectivement, font pareil avec le Hezbollah, avec le Hamas qui les soutient indirectement. Il y a un conflit. Même à ce niveau-là, je me souviens, le lendemain de l'annonce de l'invitation saoudienne d'inviter le président iranien, une semaine après la signature de l'accord, l'un ancien chef des services secrets israéliens, Ephraim Halevi, a clairement dit que même Israël devait changer de regard sur la question iranienne. Parce qu'on est resté bloqué alors que le monde change. Sur l'accord du nucléaire, vous pensez que sur quoi ça peut déboucher? Parce que là, donc l'Iran a claqué la porte. Donc maintenant, on attend de voir sa position. Est-ce qu'elle est jusqu'au boutiste ou pas? Comme vous dites, il y a des déclarations extrêmement violentes. Est-ce qu'il faut les croire? On ne sait plus très bien ce qu'il faut croire. Ce n'est pas l'Iran qui a claqué la porte. C'est les États-Unis, après l'élection de Donald Trump. Première décision, sortir des États-Unis. D'accord, oui, ok. Non, mais vous avez raison. Mais aussi, un an et demi, il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti. Non. Les Iraniens ont leur part de responsabilité dans cet échec. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Et les récentes révolte que l'Iran a constatée l'a démontré. La réalité aujourd'hui, c'est que l'Iran ne peut pas continuer dans sa situation actuelle s'il n'y a pas un avenir que le peuple peut regarder vers. Si le gouvernement n'a pas quelque chose à proposer au peuple iranien, si ce n'est ce que l'on voit aujourd'hui, la répression, le chômage systématique et l'inflation. Donc le seul espoir possible pour le peuple iranien, c'est qu'il y ait l'accord nucléaire qui va ramener, si j'ose dire, l'Iran dans le système économique international. Faute de ça, on ira au clash. Juste une question plus personnelle. Je disais que vous étiez franco-iranien, mais en même temps, vous avez fait toutes vos études ici en France, puisque vous êtes parti au moment de la Révolution en 1979. Visiblement, enfin, c'est plusieurs fois que vous venez ici, vous nous dites que vous retournez régulièrement en Iran. Vous pouvez y aller comme ça? Vous travaillez avec l'État iranien? Non, je ne travaille pas avec l'État iranien, je ne travaille pour aucun groupe iranien. J'y vais pour des raisons familiales et j'ai un cabinet sur place. Ah, vous avez un cabinet sur place? Le cabinet qui a conseillé tous les grands groupes français pendant l'accord nucléaire, c'était le mien. Et bien
bien, je l'ai gardé. Je l'ai gardé parce que je n'ai pas pu me résigner à licencier les personnes qui... Et vous n'avez pas de problème quand vous allez sur place? Il n'y a aucun problème, parce que malgré mes écrits, en fait, je pense qu'il y a le pouvoir considère, si vous voulez, que tant que vous ne levez pas les armes, et tant que vous les insultez pas, et je ne suis pas un homme politique, je suis un analyste, vous ne représentez pas une grande menace pour la pérennité du pouvoir. Même si je suis, à chaque fois que je me rends sur place, légèrement inquiété. Revenons sur votre livre, en conclusion, sur la Turquie, nouveau califat, aux éditions de l'Archipel, comme tous vos essais que vous avez publiés. La Turquie, est-ce qu'elle peut, parce qu'on apprend plein de choses, c'est toute l'histoire de la Turquie, donc on ne peut pas rentrer dans le détail, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, ça remonte à 1453, la chute de Constantinople, hein, donc ça ferait long en une interview, mais quand même, est-ce que la Turquie a sa place en Europe? Votre position, hein? Je pense que la question a été tranchée il y a plus de 20 ans par Nicolas Sarkozy. La réponse est bien évidemment non. Rien ne relie la Turquie à l'Europe, ni dans leur pensée, Pas ni rien, dans mais en tous les cas, pas suffisamment. À part, si vous voulez, quelques kilomètres carrés situés sur le continent européen, il n'y a pas de valeur commune. Ouais. Il n'y a pas de religion commune, pas d'histoire commune, pas de langue commune. Il n'y a aucun point commun entre les deux civilisations, aucun. Je dirais en fait que tout les sépare. Et l'argument qui visait à faire intégrer la Turquie au sein de l'Union européenne, c'était cette proximité géographique. Atatürk, le célèbre Atatürk. Atatürk, c'est différent. Même Atatürk, si vous voulez, c'était une minorité à l'époque. Ouais. D'ailleurs, la majorité de Turcs, c'est ce qui a amené Erdogan au pouvoir. C'était les classes, la bourgeoisie de l'Anatolie, qui ont été enrichies à l'issue de 20 ans d'Erdogan, qui l'ont amené au pouvoir. C'était pas la minorité pro-européenne d'Atatürk. La réponse est non. La réponse est définitivement non. D'accord. Donc, dans un mois, les élections, est-ce qu'il peut accepter de perdre? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Même s'il devait perdre, je ne suis pas certain qu'il n'y aurait pas un coup d'État derrière. Oui, parce qu'il est dans un projet de vision civilisationnelle. Oui. Vous savez, les coups d'État, c'est pas ça qui manque en Turquie. Non. Oui. Donc moi je crois qu'il y a un risque effectivement que soit les résultats des élections soient personne ne pourra s'y opposer. Il contrôle l'armée, il contrôle les médias publics, il contrôle la justice. Il a interdit par les zones de justice à tous les candidats de l'opposition de se présenter contre lui. Comment voulez-vous l'arrêter? Comment voulez-vous? Il a tous les rouages de l'État, tous les rouages de l'appareil. Et il a 50% de la population avec lui. Ça va se jouer quand même à 50-50. Il ne faut pas le donner perdant immédiatement. Non. Et c'est pas Poutine qui va l'arrêter, évidemment. Non, ça c'est certain. Merci beaucoup, Xi Jinping. On est vraiment dans le retour des grands empires. Hein. Exactement. La Turquie, nouveau califat aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup, Ardaman. Merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir donné votre analyse.